Le phénotype immunitaire au cours de la vie. Le phénotype immunitaire d'un individu est sa capacité à répondre aux agents infectieux qu'il rencontre. Il représente la diversité du matériel cellulaire et moléculaire dont dispose le sujet pour se défendre contre les agents pathogènes pouvant lui porter atteinte. Or, cette capacité de réponse n'est pas figée dans le temps, mais elle évolue au cours de la vie. Dans la réaction immunitaire adaptative que nous avons vue précédemment, nous avons expliqué qu'une partie des clones de lymphocytes se différencie en cellules effectrices qui vont pouvoir directement combattre l'infection. Une autre partie des cellules immunitaires se différencie en lymphocytes B mémoire, en lymphocytes T4 mémoire, ainsi qu'en lymphocytes T8 mémoire, spécifiques à chaque fois de cet antigène précis. Le système immunitaire a gardé une trace de sa première rencontre avec l'antigène et c'est ce que l'on appelle la mémoire immunitaire. Ces lymphocytes mémoire sont stockés en réserve dans les organes lymphoïdes. Il s'agit du thymus, de la rate et des ganglions lymphatiques. Ils ont la caractéristique d'être hypersensibles et très réactifs. Ces cellules mémoire ont une durée de vie très longue, estimée à plusieurs dizaines d'années. Lors d'une nouvelle attaque d'un antigène déjà connu, les cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques, phagocytent l'agent infectieux et captent sa fiche d'identité qu'ils vont ensuite exposer à sa surface sous forme de marqueur. La cellule dendritique présentatrice d'antigènes, ou CPA, migre ensuite vers les ganglions par les vaisseaux lymphatiques. Elle va alors présenter les déterminants de l'agresseur aux lymphocytes T4 et aux lymphocytes T8 dormants qui sont en réserve dans les ganglions. Ceux qui ont gardé la mémoire du premier contact vont alors s'activer. Il en est en fait de même pour les lymphocytes B qui, eux, reconnaissent directement les antigènes de l'agresseur sous forme circulante. Après cette rencontre, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui sont spécifiques de l'antigène donné, vont entrer à nouveau en mitose et se différencier. Ce phénomène va entraîner le gonflement des ganglions. Les LB et les LT, qui sont prêts, partent alors en mission dans tout l'organisme. Ainsi, la réponse secondaire sera alors plus intense, plus rapide et plus efficace que la réponse primaire. C'est ce que nous pouvons voir sur ce graphique qui présente la variation du taux d'anticorps dans le sang d'une souris après 2 infections successives par un même virus. Nous voyons ici très bien que la première rencontre du système immunitaire avec l'agent pathogène déclenche une réponse relativement faible. Au contraire, nous voyons que la seconde rencontre avec l'antigène déclenche une réponse qui est appelée secondaire, qui est plus rapide, quantitativement plus importante et qui est plus durable. Ainsi, l'individu ne tombera pas malade. Certains micro-organismes, virus ou bactéries provoquent des maladies fulgurantes dans lesquelles leur action est plus rapide que la réponse immunitaire de l'organisme. C'est notamment le cas de certaines maladies comme la poliomyélite, d'autres maladies comme par exemple la rougeole, le tétanos ou encore la grippe. Il est donc possible, voire dans certains cas vital, d'anticiper l'infection par ce qu'on appelle la vaccination. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Pour bien comprendre la vaccination, nous allons commencer par un peu d'histoire. La variole est une maladie qui a foudroyé des millions de personnes pendant des millénaires. Le tiers des personnes contaminées en mouraient. Aveugles ou couverts de terribles cicatrices, les survivants en gardent des traces toute leur vie. La reine d'Angleterre Élisabeth Ier n'est pas plus épargnée que Mozart ou encore Staline. Cette maladie se transmet par voie aérienne, entraînant rapidement rougeur et pustules sur la totalité du corps. Il existe de nombreuses variétés de variole qui n'existent pas seulement chez l'homme. La seule consolation est que celui qui y survit est alors immunisé. Face à ce constat, la médecine chinoise antique essaye d'inoculer la variole à faible dose à des enfants dans le but de les immuniser. Au XVIIIe siècle, l'idée atteint l'Europe qui tente l'expérience sur beaucoup d'enfants, entraînant la mort d'un grand nombre d'entre eux. C'est à cette époque qu'un médecin anglais, Edward Jenner, entend parler d'un phénomène tout à fait étonnant. Dans les campagnes, les enfants qui attrapent la variole de la vache, une forme bénigne de la maladie, n'attrapent pas ensuite la variole humaine, ou en tout cas n'en développent pas les terribles symptômes.
Cela lui donne l'idée d'une expérience osée. En 1796, il entaille la pustule d'une domestique atteinte de la variole de la vache. Il prélève le pus et le tartine sur les plaies qu'il a taillées sur le bras d'un enfant de 8 ans. Plus tard, il reproduit l'expérience avec la variole humaine. Suspense terrible. Mais l'enfant ne tombe pas malade. Il est immunisé. Plus tard, Jenner reproduit l'expérience sur son propre fils, qui lui aussi devient protégé contre la variole. Sa méthode fait alors le tour de l'Europe. Napoléon décide même d'immuniser ainsi la totalité de son armée. Le nom latin de la variole de vache, Variola vaccina, rappelle que c'est elle qui a permis à Jenner de découvrir le tout premier vaccin. Et c'est elle aussi qui a donné naissance à un nouveau mot, la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination se définit comme l'inoculation à un individu d'antigènes d'un agent infectieux sous une forme immunogène, c'est-à-dire qui permet le déclenchement d'une réaction immunitaire, mais non pathogène, c'est-à-dire qui ne provoque pas la maladie. Il existe de nombreux types de vaccins. Il peut s'agir d'un agent infectieux atténué, ou alors d'un agent infectieux tué, ou encore d'antigènes purifiés de l'agent infectieux. À chaque fois, ces vaccins sont injectés une première fois et vont déclencher une réponse primaire. Cette réponse peut ensuite être renforcée par des rappels qui entraînent une réaction immunitaire plus intense. L'objectif étant d'entraîner la production de lymphocytes mémoire. Les préparations vaccinales contiennent souvent des adjuvants, comme par exemple le sel d'aluminium, qui facilite le déclenchement d'une réaction immunitaire inflammatoire, donc une réaction INI. Cette réaction est indispensable à l'installation d'une réaction immunitaire adaptative efficace. Le rôle des adjuvants présents dans les vaccins souligne donc l'importance de la coopération entre ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité acquise. De façon très simple et très imagée, voyons à présent ce qu'il se passe lorsqu'un individu qui a été vacciné, par exemple contre le tétanos, se retrouve à nouveau au contact de la bactérie pathogène. Mais quel bruit, c'est affreux! Par suite d'encombrement, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. Allô, il me faut la police du corps, urgent. Appel entendu, lieutenant, que se passe-t-il? Des éléments suspects dans une artère du doigt de la main. Je demande identification, je répète, éléments suspects. Ok, lieutenant, nous arrivons. Des toxines, capitaine. Des poisons dangereux. Du tétanos, on dirait. Du tétanos, oui, mais tu vois, nous sommes vaccinés et revaccinés. Alors on a tout ce qu'il faut sous la main pour nous en débarrasser en moins de 2, tu vas voir. Des anticorps spécifiques. Exactement. On va enrayer l'infection instantanément, d'accord? D'accord, capitaine, je suis prête. Alors on lâche les anticorps. Prêt? Go! Comme nous l'avons vu dans ce petit extrait, la vaccination a pour objectif une protection individuelle. Mais en fait, elle a aussi un rôle à jouer dans la protection collective. Reprenons l'exemple de la variole. En 1966, l'OMS adopte la résolution d'éradiquer totalement la variole. En Europe, le vaccin est déjà obligatoire. L'effort est alors mis sur les zones les plus touchées, en Afrique et en Inde. Un grand succès depuis 1979, puisque la variole humaine n'est plus. La variole de la vache est désormais le dernier témoin de cette terrible maladie. Ainsi, nous voyons que, dans certains cas, l'éradication d'un pathogène est possible, à condition que l'homme en soit le seul hôte. La couverture vaccinale d'une population représente le pourcentage de la population vaccinée. On considère qu'il faut environ une couverture vaccinale de 95% pour qu'une maladie soit absente d'une population. Ainsi, la vaccination constitue un véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, il existe une grande diversité de vaccins, bien que certains agents infectieux changent très rapidement, modifiant leurs antigènes, ce qui complique la création de vaccins durables. Selon l'OMS, la vaccination sauve 2 à 3 millions de vies par an. Bien sûr, il existe des effets secondaires, le risque zéro n'existant pas. Il faut savoir que la vaccination en France est un sujet à débat, et ce à propos de nombreux points. La sécurité des vaccins, l'efficacité des vaccins, la vaccination des bébés, le danger des adjuvants,
les lobbies pharmaceutiques qui seraient à l'origine du tout vaccination dans un but de profit et non de santé publique, ainsi que l'obligation vaccinale qui irait à l'encontre des libertés individuelles. Nous n'allons pas ici rentrer dans le débat. Vous avez à présent quelques billes pour comprendre le principe de base du vaccin, son fonctionnement et son rôle au niveau individuel et collectif. À vous à présent, si le sujet vous intéresse, de vous faire votre propre opinion en examinant chaque point susceptible de faire débat. N'oubliez pas le plus important, gardez votre esprit critique et vérifiez toujours vos sources. Il nous reste à voir un dernier point rapide, la modification du phénotype immunitaire au cours de la vie. Les lymphocytes naïfs, produits en permanence, sont le produit du patrimoine génétique de chaque individu. Tout au long de sa vie, un organisme rencontre une multitude d'agents infectieux, au cours d'infections réelles, mais également par la vaccination. À chaque rencontre avec un antigène ayant déclenché une réponse immunitaire, des lymphocytes mémoire sont produits. Le rapport nombre de cellules mémoire sur nombre de lymphocytes naïfs augmente donc avec l'âge, tout comme la diversité des antigènes reconnus par ces cellules mémoire. Les cellules présentant le plus d'affinité pour l'antigène, donc une meilleure reconnaissance, sont conservées, ce qui participe à l'évolution du phénotype immunitaire. Ainsi, le phénotype immunitaire résulte d'une interaction complexe entre le génotype de l'individu et son environnement.